Pour moi, le dépistage précoce est un outil essentiel dans la lutte contre le cancer. Dans l'ensemble, ces examens sont nuisibles à de plus en plus de gens, au lieu de leur être utiles. Mon conseil serait de pratiquer les dépistages précoces avec scepticisme et de considérer les conseils de votre médecin avec le même scepticisme. Une autre solution, c'est de solliciter l'avis d'un autre médecin, ce qui me semble très important, ou de rejoindre une association d'entraide où l'on trouve en général des profanes très compétents. Trois scientifiques spécialistes du cancer depuis de longues années. Trois opinions radicalement différentes. Comment est-ce possible? Et que doit-on penser du dépistage du cancer? Considéré comme le fléau du siècle, le cancer est responsable d'un décès sur 4 en Europe. Des millions de patients effectuent chaque année des examens de dépistage, mammographie, coloscopie ou encore dosage des PSA, l'antigène prostatique spécifique. Si le dépistage est parfois associé à la prévention, aucun examen ne peut toutefois empêcher le cancer. Pourtant, les campagnes massives visant à responsabiliser les populations suggèrent qu'un dépistage régulier permet de se prémunir contre le cancer. Autrement dit, ne pas se faire dépister, ce serait jouer avec sa vie. Récemment, les pouvoirs publics allemands ont justement lancé une nouvelle campagne à destination des femmes de plus de 50 ans. L'objectif ? Généraliser les mammographies systématiques, remboursées par la sécurité sociale allemande, afin de diagnostiquer plus tôt les cancers du sein. Les traitements seraient ainsi moins lourds pour les patientes et la mortalité due à ce cancer moins élevée. Pour en savoir plus, nous nous rendons dans un centre de mammographie berlinois. Les femmes qui attendent ici ont passé une première mammographie quelques jours plus tôt. Elles sont conviées à effectuer un examen complémentaire car les médecins ont repéré une image douteuse. J'ai reçu une invitation pour le dépistage du cancer. J'y suis allée la semaine dernière et on a trouvé une anomalie au sein droit. Une de mes amies a aussi dû passer un deuxième examen. Mais en définitive, il n'y avait que des calcifications sans gravité. Ça m'a un peu rassurée. On se dit que ça ne peut pas nous tomber dessus, mais ça peut arriver. J'ai très mal dormi, même si la lettre disait qu'il ne fallait pas s'inquiéter. Je me fais quand même du souci. Je préfère ne pas en parler. Ce n'est pas très engageant. Mais c'est sans doute une simple vérification. Les images n'étaient peut-être pas nettes. Outre-Rhin, environ 400 000 femmes en bonne santé participent chaque année au dépistage organisé du cancer du sein. Ce programme national invite les femmes âgées de 50 à 69 ans à passer une mammographie à base de rayons X tous les 2 ans. La moitié des cancers du sein surviennent en effet dans cette tranche d'âge. Avec 65 000 nouveaux cas par an en Allemagne et 50 000 en France, c'est le plus fréquent des cancers féminins. Environ un quart des malades en meurent. Spécialiste en médecine interne et en endocrinologie, Ingrid Mühlhauser compare depuis 10 ans les études scientifiques portant sur le diagnostic précoce du cancer. Selon elle, leur interprétation s'appuie souvent sur des calculs inexacts, ce qui suscite de faux espoirs quant à l'utilité du dépistage précoce. De nombreuses études annoncent par exemple une mortalité réduite de 30% grâce au dépistage du cancer du sein.
On serait tenté d'en conclure que sur 100 femmes qui subissent une mammographie, 30 de moins vont mourir du cancer. Mais c'est faux. Avec ce chiffre, on ne sait pas en réalité combien de patientes il faut examiner pour obtenir ce résultat, ni pendant combien d'années. En comptant large, Ingrid Mühlhauser estime que sur 10 000 femmes qui font des dépistages réguliers 10 ans de suite, 20 seulement peuvent être sauvées, soit 0,2%. Elle illustre son point de vue au moyen d'un bocal rempli de perles. Il y a 10 000 perles dans ce bocal. Elles représentent 10 000 femmes entre 50 et 69 ans qui sont conviées tous les 2 ans à faire une mammographie. Dans le lot, il y a 20 perles rouges qu'on voit à peine. Elles représentent les femmes pour lesquelles la mammographie a une réelle utilité, parce qu'elle va leur épargner une mort par le cancer pendant ces 10 ans. Mais pour certaines patientes, l'examen ne présente aucun avantage et peut même s'avérer néfaste. C'est ce que montrent par exemple 2 études scandinaves. Il y a aussi 50 perles bleues. Pour ces femmes, la mammographie va entraîner un diagnostic de cancer du sein et un traitement qui n'aurait pas eu lieu si elles n'avaient pas fait le dépistage. Ce sont les surdiagnostics et les surtraitements. Ensuite, il y a 1400 perles beiges. Ce sont les patientes chez qui on a détecté une anomalie et qui doivent faire des tests supplémentaires avant qu'on soit sûr que tout va bien. Enfin, il y a encore 600 perles noires qui représentent les femmes dont la mammographie présentait une anomalie et qui ont dû subir une biopsie mammaire avant qu'on les déclare en bonne santé. Dans tous ces cas, il s'agit de femmes qui n'avaient pas de cancer du sein. En tout, 2000 anomalies qui s'avèrent bénignes et 50 traitements peut-être inutiles. Car on ne peut pas savoir s'il était réellement indispensable d'entamer un traitement à ce moment-là. À ce jour, aucune femme n'a sorti une perle rouge en plongeant la main dans le bocal. Ça effraie un peu les patientes. Elles me disent « c'est une vraie loterie ». Et c'est un peu ça. Autrement dit, la probabilité de découvrir un cancer nécessitant un traitement immédiat est nettement moins grande que la probabilité d'être victime d'une fausse alerte. Retour au centre de mammographie berlinois. En Allemagne comme en France, les médecins qui participent à ce programme reçoivent une formation spéciale et les radios sont étudiées par 2 spécialistes afin de réduire les erreurs d'interprétation. L'objectif est de repérer les modifications, même minimes, qui peuvent s'avérer à risque. On ne cherche pas seulement les foyers de cellules cancéreuses ou les tumeurs, mais aussi les microcalcifications qui sont parfois si fines qu'on ne peut les détecter qu'avec la mammographie. Or, elles peuvent faire le lit d'un futur cancer. Pouvoir détecter les plus petits signes annonciateurs d'un cancer représente indéniablement une avancée et un traitement rapide limite le risque de voir se développer effectivement la maladie. Mais plus les examens sont approfondis, plus on trouve d'anomalies à traiter, qui ne le mériteraient pas toujours. En outre, un diagnostic précis nécessite à ce jour une batterie d'examens. Certaines universités testent actuellement des techniques d'imagerie en 3D. Elles permettront peut-être à l'avenir de réduire le nombre d'examens de suivi et de diagnostic pour les patientes comme Petra Heiking. Madame Heiking, vous avez déjà réalisé 2 mammographies, c'est ça? On vous a demandé de revenir parce qu'on a constaté une tache blanche dans le sein gauche.
C'est peut-être complètement bénin, mais on voudrait faire une échographie pour en savoir plus. Psychologiquement, c'est très lourd pour les patientes. Nous sommes aussi des femmes et nous essayons d'apaiser leurs craintes en les informant du mieux possible. On essaie aussi de leur proposer un rendez-vous rapidement. La plupart des patientes qui sont ici aujourd'hui ont reçu leur courrier d'invitation hier. Elles n'ont dû passer qu'une seule nuit blanche. Mais elles vont maintenant subir une série d'examens supplémentaires sans pouvoir remettre en cause ce processus. Et l'on retrouve les perles d'Ingrid Mühlhauser. 20 patientes ont été convoquées parce que leur mammographie présentait une anomalie. 15 d'entre elles sont rentrées ensuite chez elles l'esprit tranquille. 4 ont dû subir en plus une biopsie avant d'apprendre qu'elles n'avaient rien. Une seule va devoir revenir la semaine prochaine, Petra Heiking. Ils n'ont pas repéré de nodules, mais il y a autre chose qu'ils n'ont pas bien réussi à voir. La semaine prochaine, je vais passer une IRM. Attendons de voir ce que ça va donner. Je pourrais vivre sans ça. La question ne se pose même pas. Si c'est une question de santé, ce n'est pas un problème. Ça ne me fait pas peur. Tout ce que je veux, c'est vivre longtemps. L'ablation d'un sein est généralement perçue comme une perte dramatique. Heureusement, de nos jours, on privilégie la chirurgie conservatrice, qui permet de garder intacte une partie de la glande mammaire. À 50 ans passés, Petra Heiking effectue régulièrement des mammographies avec le sentiment de faire ce qu'il faut pour sa santé. Le jour de son IRM, ou imagerie par résonance magnétique, est arrivé. Madame Heiking, s'il vous plaît. L'IRM fournit une vue en coupe du sein qui permet d'étudier plus précisément les anomalies. L'examen de Madame Heiking dure un quart d'heure. L'IRM s'est bien passé? Oui, ça va. J'ai vu les images. Vous êtes resté immobile comme il fallait. Cette IRM était nécessaire pour savoir s'il y a besoin ou non d'effectuer une biopsie. Je vous propose d'en faire une pour chaque sein. On va vous y emmener, ce n'est pas très douloureux. Ça se fait sous anesthésie, c'est quelque chose qu'on pratique quotidiennement et qui n'est pas méchant. Ensuite, on enverra le prélèvement à un laboratoire spécialisé qui l'étudiera au microscope et on vous fixera un rendez-vous dès qu'on aura le résultat, aussi vite que possible. Il faudra que je revienne? Oui. Ensuite, on passera à l'étape suivante, mais il ne faut pas que ça vous inquiète. Pour décider de la suite, on sera là pour vous aider. 2 jours plus tard, le résultat de la biopsie révèle un cancer des 2 seins. Impossible de savoir pour l'instant si la tumeur est agressive ou lentement évolutive. Mais de longs mois d'opérations, de chimiothérapie et de radiothérapie attendent Petra Heiking. Avant la mammographie, les patientes ne soupçonnent rien et se sentent généralement en bonne santé. Arrive un premier diagnostic présumé, on fait des examens complémentaires et quand le diagnostic est confirmé, le traitement commence. Autrement dit, ces femmes sont du jour au lendemain arrachées à leur vie normale. Elles se retrouvent engagées dans un traitement de plusieurs mois qui les soustrait complètement à leur quotidien habituel. En France, depuis 2004, les femmes de 50 à 74 ans sont également conviées à effectuer une mammographie tous les 2 ans. Le programme est coordonné par l'Institut national du cancer. Jérôme Viguier, responsable du département dépistage de l'Institut, est favorable aux mammographies. Mais que pense-t-il des risques? C'est vrai qu'on voit
ces dernières années beaucoup de remises en question du dépistage du cancer du sein sur des arguments qui sont parfois un petit peu différents et qui mettent en évidence le risque de surdiagnostic de cancer du sein, c'est-à-dire de diagnostiquer des cancers qui ne se seraient jamais révélés du vivant de la personne. Seulement, on n'est pas capable, actuellement, de faire la différence entre un petit cancer qui n'évoluera jamais et un petit cancer qui va devenir un gros cancer et qui va peut-être donner des métastases. Et donc, on traite l'ensemble des cancers qui sont dépistés. Quelle est la proportion des cancers qui seraient passés inaperçus du vivant des patients? On considère qu'il y a à peu près 30% de ces cancers qui ne deviendront pas des cancers invasifs et qui ne mettraient pas en péril le risque de mourir des personnes. En conséquence, les médecins opèrent souvent sans être absolument certains que c'est nécessaire, puisqu'on ignore si le cancer traité se serait vraiment déclaré un jour. Il semble donc illusoire de croire que la découverte précoce d'une tumeur est toujours utile, a fortiori qu'elle peut sauver des vies. Une prise en charge précoce devrait donner de meilleurs résultats qu'un traitement plus tardif. Et pourtant, ce n'est pas toujours le cas. Pour le cancer du sein, par exemple, on découvre souvent des tumeurs bénignes et lentement évolutives lors des mammographies de dépistage. Le pronostic ne serait pas moins bon si on les détectait quelques années plus tard. D'un autre côté, on repère aussi des cancers qui sont déjà tellement avancés qu'ils sont métastasés. Alors le dépistage n'a pas non plus d'utilité. Dans certains cas, le diagnostic et la prise en charge précoce du cancer du sein vont effectivement permettre d'améliorer le pronostic. Mais on ne peut pas le savoir au cas par cas. C'est justement ce qui rend le dépistage précoce imprévisible. Mais on ne peut pas le savoir au cas par cas. C'est terrible, mais on ne peut pas le déterminer individuellement. Seulement, on n'est pas capable, actuellement, de faire la différence entre un petit cancer qui n'évoluera jamais et un petit cancer qui va devenir un gros cancer et qui va peut-être donner des métastases. Le constat est amer. Pourtant, il revient dans tous les entretiens que nous avons menés. Au moment du diagnostic et de la prise en charge, il est impossible de savoir comment va évoluer le cancer, si le traitement va sauver une vie ou au contraire provoquer des souffrances inutiles. Seules les statistiques permettent de connaître a posteriori le nombre de patients frappés par tel ou tel destin. Aujourd'hui, Petra Heiking entre à l'hôpital pour sa première opération. Que lui ont dit les médecins? Que c'est malin des deux côtés. Je ne veux pas dire le nom de la maladie. Et qu'il n'aurait pas été possible de déterminer ça lors d'un simple examen de routine. Je suis donc très contente qu'on l'ait découvert à temps. Petra Heiking augmente-t-elle ses chances de survie en se faisant opérer maintenant? Lors de l'intervention, on va découvrir des foyers cancéreux de 2 cm environ dans chaque sein, ainsi que des métastases au niveau des ganglions lymphatiques tout proches. Autant de signes que son cancer doit effectivement être soigné. Mais personne n'est en mesure de lui dire avec certitude si le traitement va lui permettre de guérir. Lorsqu'un tissu suspect est découvert au moment du dépistage, on essaie d'abord de déterminer la malignité de la tumeur. Pour cela, il faut la mesurer, repérer d'éventuelles métastases, procéder à des examens histologiques et doser les marqueurs tumoraux. Mais il est impossible de déterminer si et quand le cancer va devenir potentiellement létal. Nikolaus Becker, du Centre de recherche sur le cancer de Heidelberg, a longtemps plaidé pour l'instauration des mammographies systématiques en Allemagne. Pour lui, le rapport bénéfice-risque est positif.
Certaines femmes se demandent ce qu'elles peuvent faire pour être sûres de ne rien regretter ensuite. Si elles ont un jour un cancer du sein, elles veulent avoir fait tout leur possible pour limiter la lourdeur du traitement ou éviter une issue fatale. Toutes les patientes qui participent au dépistage précoce ont cela en tête, même quand on ne trouve pas de tumeur, ce qui est évidemment ce que tout le monde souhaite. La mammographie reste un choix individuel qui doit s'appuyer sur une bonne connaissance des bénéfices et des risques de l'examen. Le ministère allemand de la Santé a commencé à infléchir sa communication. Depuis 2010, il signale aussi les risques liés au dépistage organisé du cancer du sein. En dehors de ces campagnes, certains gynécologues en Allemagne proposent également des examens de dépistage non remboursés, surtout aux femmes jeunes. Mais la sécurité sociale et les ligues contre le cancer jugent ces radiographies potentiellement dangereuses pour les patientes de moins de 50 ans. L'irradiation répétée de leur tissu mammaire plus sensible peut avoir des effets néfastes. C'est pourquoi les spécialistes déconseillent à ces jeunes femmes d'effectuer ce type de mammographie si elles n'ont pas d'antécédents familiaux ou génétiques. En France, comme en Allemagne, le dépistage ne semble pas tenir toutes ses promesses. Les femmes qui y participent n'agissent pas toujours pour leur bien. A fortiori, ne sauvent pas leur vie. Pourtant, les examens réalisés à titre privé et payés par les patients eux-mêmes se multiplient en Allemagne, quel que soit le type de cancer. Une tendance qui bénéficie surtout aux médecins. L'efficacité des actes médicaux qui ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale n'est pas prouvée. On ne devrait donc pas les conseiller aux patients, même s'ils sont autorisés au titre de prestation de confort. Parmi les examens les plus demandés, le dosage sanguin des PSA, ou antigènes prostatiques spécifiques, qui permet de dépister le cancer de la prostate. Son interprétation doit être prudente, car il est tributaire de plusieurs facteurs, comme la pratique du vélo. Avec 60 000 nouveaux cas par an en Allemagne et 70 000 en France, le cancer de la prostate est le premier cancer masculin. Pourtant, ces deux pays ont choisi de ne pas instaurer de dépistage organisé, en raison des limites du dosage des PSA. Pour le cancer de la prostate, il y a des gens à qui on va sauver la vie. Parce qu'avec un dosage du PSA, on peut dépister précocement un cancer agressif. Mais on va aussi, de l'autre côté, embêter pour rien des hommes, leur diagnostiquer un cancer de la prostate alors que ça ne sert à rien, que c'est un cancer peu agressif, qui est lentement évolutif, et on va les opérer ou leur faire des rayons. Ils vont devenir impuissants, parfois, incontinents, parfois, et les dernières années de leur vie ne seront pas gâchées par le cancer de la prostate, qui n'auraient peut-être même pas donné de symptômes, mais vont être gâchées par le traitement qu'ils auront eu. S'il s'agit d'une tumeur qui n'aurait pas été repérée autrement, mon avis est qu'il aurait mieux valu ne pas la détecter. À mon sens, le rôle du dépistage précoce n'est pas de créer des maladies en découvrant des tumeurs qui n'auraient de toute façon pas entraîné de cancer. Le professeur Becker, pourtant favorable au dépistage du cancer du sein, est plus réservé quant au dosage des PSA. De fait, le rapport bénéfice-risque de cet examen est plus mauvais encore que celui des mammographies. Deux grandes études récentes menées en Europe et aux États-Unis n'ont pas permis de conclure sans équivoque en faveur de son utilité. L'étude européenne déplore même 76% de faux positifs. L'intérêt de cet examen semble donc encore plus aléatoire. Nous avons d'ailleurs rencontré deux patients au parcours très différents.
le dépistage systématique m'a sauvé la vie. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Bernard Millot, 69 ans, vit à Paris. Retraité du secteur culturel, il est resté très actif. C'est lui, mon médecin traitant, qui m'a recommandé, à 65 ans, il m'a dit « Bernard, parce qu'on se tutoie, c'est quelqu'un que je vois depuis très longtemps, tu arrives à l'âge de la retraite, 65 ans, ce serait bien qu'on fasse une analyse de PSA. » Ça, c'était même avant. Et là, mon PSA était très bas. C'était il y a 4 ans. L'année dernière, j'ai refait, il m'a demandé de refaire une analyse de PSA. Et là, j'étais passé à 6,3. Et là, il m'a dit, là, ça va pas. Il est adressé au professeur Perromort de l'hôpital Cochin, un chirurgien urologue expérimenté. Comme son PSA était élevé, et malgré un examen clinique normal, je lui ai fait faire des biopsies de la prostate qui ont détecté un cancer. Le diagnostic est un choc pour le retraité. Michael Perromort préconise une ablation de la prostate, mais Bernard Millot tient à se renseigner avant de prendre sa décision. J'ai donc vu des radiologues qui m'ont dit oui, c'est la radio qu'il faut faire. Et j'ai vu d'autres chirurgiens qui m'ont dit c'est plutôt la chirurgie. La prostatectomie demeure le traitement de référence. C'est donc la solution qu'il finit par choisir. Une opération délicate qui risque d'endommager les nerfs érectiles du patient. Regardez, si vous coupez ou si vous coagulez ici, le patient ne pourra plus avoir d'érection après l'intervention. Dans la littérature, les troubles urinaires et les troubles sexuels, ça va de 20 à 80% parfois. Mais c'est un lourd tribut à payer. L'opération de Bernard Millot dure 1 heure environ. Comme le suggéraient les examens, il s'avère que son cancer s'étend déjà au-delà de la capsule prostatique. Un signe qu'il s'agit d'une tumeur agressive. En effet, il a eu la chance d'avoir une détection précoce, un dépistage par le PSA, et de cette manière-là, je pense qu'il pourra être guéri. Peut-on dire que le dépistage a été bénéfique dans le cas de Bernard Millot? Son cancer était déjà avancé. Sans opération, son médecin ne lui donnait pas 10 ans à vivre. L'intervention a également permis de s'assurer qu'il n'y avait pas de métastase. Le bilan est donc plutôt positif. Mais selon Nicolas Hausbecker, beaucoup de patients et de médecins surestiment l'utilité du dosage des PSA. Voilà, je ne me sens pas aller plus loin. Évidemment, quand on détecte un cancer de la prostate, qu'on le traite et qu'il n'y a pas trop d'effets indésirables, tout le monde est content. Le patient, parce qu'il ne va pas mourir du cancer, et le médecin, parce qu'il a pu aider, entre guillemets, un de ses patients. Dans certains cas, lorsque le dépistage précoce permet d'identifier une tumeur maligne qui aurait conduit à la mort, c'est indéniablement un succès. Mais avec le seul dosage des PSA, on ne peut pas savoir s'il s'agit d'une tumeur maligne ou d'une tumeur qui ne se manifestera jamais. D'une certaine façon, tout le monde s'illusionne, et c'est là notre dilemme. Le professeur Perromort est bien conscient du problème et il propose une solution. Je pense qu'il est fondamental de faire un dépistage du cancer de la prostate. Je ne dis pas qu'il faut le faire chaque année à tout le monde dans la population générale, mais je pense qu'il est de notre responsabilité, les médecins, de proposer un dépistage individuel, au moins à des patients qui sont à risque. Les patients à risque sont par exemple les hommes dont un frère, un oncle ou le père ont eu un cancer de la prostate. Ce n'était pas le cas de Bernard Millot. 5 semaines après l'opération, il retourne à l'hôpital Cochin pour sa première visite de contrôle. Oui, entrez.
Bonjour, monsieur Millot. Un nouveau dosage des PSA va permettre de savoir si de nouvelles cellules cancéreuses se sont formées. Oui, oui, tout va... Je vous en prie, asseyez. Bah, encore complètement... Oui, bien sûr. Vous avez pu faire le PSA? Oui, alors j'ai le résultat là que je vais vous donner. Voilà. Merci, monsieur. Ça, c'est parfait. Et vous avez un premier PSA qui est à 0. D'accord. Ça veut dire que mon état d'esprit, pour l'instant, c'est « ouais, je l'ai eu ». Yeah. Maintenant, c'est un premier match. Il faut voir les matchs suivants, ce qui va se passer. Il faut surveiller. Quelques semaines après l'opération, Bernard Millot ne peut pas encore contrôler sa vessie et ignore si sa capacité d'érection est intacte. 2 mois plus tard, tout est rentré dans l'ordre. Henning Kosielski vit près de Lübeck, dans le nord de l'Allemagne. Son témoignage est radicalement différent. Je ne suis plus tout jeune, mais je n'ai jamais eu de problème dans ma vie amoureuse. Bien au contraire, je m'amusais bien. Et maintenant, plus rien. Après l'opération, je me disais que ce n'était pas possible que ça allait revenir. Mais ça n'a pas été le cas. J'ai commencé à douter, puis à être très énervé. Et il y a de quoi être énervé. Âgé de 75 ans, Henning Kosielski a subi il y a 2 ans une prostatectomie à l'hôpital universitaire de Lübeck. Depuis, il est impuissant. Ancien responsable des affaires culturelles de la ville de Lübeck, il se considérait comme un homme actif et énergique. Désormais, il a non seulement perdu ses capacités sexuelles, mais aussi sa joie de vivre. Ce n'est pas seulement un mécanisme physique important dans ma vie qui ne fonctionne plus. J'ai aussi perdu mon dynamisme, ma mobilité et mon aisance. Je ne savais pas que tout ça était lié. Maintenant, j'ai besoin de me forcer pour rester actif. Ça ne m'était jamais arrivé. J'ai toujours été fringant et actif, à tout âge et en toutes circonstances. Pour moi, c'est un préjudice énorme. En décembre 2008, Henning Kosielski réalise son premier dosage des PSA auprès de son médecin généraliste. Le résultat est alarmant et une biopsie vient confirmer qu'il s'agit d'un cancer. Le septuagénaire fait confiance au médecin qui lui recommande une opération. Il pense que l'intervention portera uniquement sur le côté droit de sa prostate et qu'elle préservera sa virilité. Mais une fois sorti de l'hôpital, il se rend vite compte que quelque chose ne tourne pas rond et personne ne veut le renseigner. Quand j'y suis retourné pour savoir ce qui se passait, j'ai eu affaire à un assistant parce que l'urologue m'évitait. Il m'a dit qu'il y avait bien eu un problème. Puis il est sorti de la pièce et n'est jamais revenu. Ayant fait appel à un avocat, il finit par apprendre qu'aucune anomalie n'a été trouvée du côté droit. En revanche, les médecins ont découvert une tumeur du côté gauche et enlevé la prostate tout entière. Ça se passe de commentaires. Cancer suspecté à droite, mais avéré à gauche sur le billard. Henning Kosielski semble avoir été victime d'une erreur qu'un deuxième avis médical aurait peut-être permis d'éviter. Il est généralement possible de faire confirmer l'interprétation des résultats des examens et les traitements préconisés par d'autres médecins. Mais en l'occurrence, le temps a manqué. 6 jours seulement se sont écoulés entre le diagnostic et l'opération. Le dépistage du cancer est aujourd'hui devenu un marché considérable. En 2009, la sécurité sociale allemande y a consacré 950 millions d'euros. Le dépistage précoce bénéficie surtout au secteur médical, qui se porterait beaucoup moins bien s'il n'existait pas. Prenons l'exemple du cancer du sein.
Mammographie, résultat positif, orientation vers un hôpital, opération. Et ensuite chimiothérapie, puis radiothérapie. Vous avez là une chaîne de soins qui, d'un point de vue commercial, participe à la subsistance des hôpitaux et des cabinets médicaux. Et on peut transposer cela à d'autres cancers. L'opération du cancer de la prostate est aujourd'hui l'intervention la plus fréquemment réalisée dans les hôpitaux. Lothar Weisbach, urologue, connaît le secteur médical en tant que praticien et scientifique. Ancien président de la Société allemande contre le cancer, il plaçait autrefois beaucoup d'espoir dans le dépistage précoce. Aujourd'hui, il est plus sceptique. Dans les centres contre les maladies de la prostate, gérés par la Société allemande contre le cancer, j'ai constaté une évolution très inquiétante. On leur fixe des objectifs chiffrés. Ils doivent réaliser un nombre minimum d'opérations pour conserver leur agrément. On aboutit à des surtraitements, c'est-à-dire que la découverte d'une tumeur conduit à un traitement agressif injustifié. Pour Henning Kosielski, l'opération était sans doute inévitable. Mais il n'en va pas de même pour les patients atteints de cancers moins agressifs. C'est l'avis du professeur Weisbach. L'observation active en matière de cancer de la prostate est aussi une décision courageuse qu'il faut amener le patient à prendre. Il va devoir vivre avec le cancer. En allant chez le médecin, il croit qu'on va lui proposer une intervention pour éliminer le cancer et que cela équivaut à une guérison. C'est loin d'être le cas. Nous ne guérissons pas tous les cancers que nous traitons à un stade précoce. Un tiers d'entre eux conduit à une récidive et souvent, on n'explique pas aux patients. Si l'on considère la mammographie et le dosage des PSA, le bilan est donc peu engageant. Nul ne peut savoir si le dépistage précoce va être bénéfique ou nuisible aux patients. C'est une sorte de loterie qui peut sauver des vies, mais aussi conduire à des faux positifs, des surdiagnostics et des surtraitements. Sans oublier les éventuelles complications dues aux examens, aux opérations ou aux traitements. Dans le même temps, le dépistage précoce rassure à tort, car il ne permet pas de détecter tous les cancers, encore moins de les guérir. Ces errements s'appliquent aussi à la coloscopie, qui permet d'étudier la paroi interne du côlon. Le cancer colorectal fait chaque année 30 000 victimes en Allemagne et environ 16 000 en France. Cet examen, remboursé par la Sécurité sociale, consiste à introduire une sonde dans le gros intestin. Avantage, il permet aussi d'effectuer des prélèvements et d'enlever d'éventuels polypes. On estime en effet que 80% des cancers du côlon proviennent d'un type particulier de polypes, les adénomes. Seul un petit nombre d'entre eux dégénèrent en cancer, mais on peut prévenir ce risque en les enlevant. Si aucune transformation maligne n'est détectée, le patient peut attendre 10 ans avant la prochaine coloscopie. L'Institut central de recherche sur les soins ambulatoires en Allemagne estime que la coloscopie est très utile au dépistage précoce. Près de 100 000 cancers colorectaux auraient été évités depuis que cet examen a commencé à être remboursé en 2002. Un bilan impressionnant. Pourtant, Ingrid Mühlhauser juge ce chiffre peu convaincant car il est issu de modèles mathématiques. Pour obtenir des données probantes, il faudrait partir d'une étude randomisée sur 2 groupes témoins. Elle est en cours, mais ne livrera ses résultats qu'en 2036. En 2009, une étude canadienne a en revanche avancé des conclusions étonnantes. On trouverait autant de cas de cancer du côlon droit parmi les sujets ayant subi une coloscopie que parmi ceux qui n'en ont pas effectué. Autrement dit, l'examen ne permettrait pas de détecter autant de cancers qu'on pourrait le croire. En outre, des cancers à évolution rapide pourraient survenir entre 2 coloscopies. Jérôme Viguier connaît ce problème. Toutes les campagnes d'information qui sont faites insistent toujours sur le fait que même si on a fait un dépistage,
s'il se passe quelque chose. Si on a des saignements dans le côlon, il se peut qu'il y ait quelque chose et il faut aller consulter son médecin. De plus, la coloscopie n'est pas sans danger. On considère qu'on a une complication grave pour 1000 à 2000 coloscopies, du type saignement, perforation ou problèmes liés à l'anesthésie, troubles respiratoires, troubles cardiaques. Et la coloscopie est à l'origine de 1 décès sur 10 000 à 15 000 examens. Toute opération du côlon présente un risque. Selon une publication de l'Institut central de recherche sur les soins ambulatoires, 5,7% des patients opérés d'un cancer colorectal décèdent lors de leur séjour à l'hôpital. En Allemagne, comme en France, les praticiens doivent disposer d'un agrément pour effectuer des coloscopies. Outre-Rhin, 450 000 personnes participent chaque année au dépistage organisé du cancer du côlon. En raison des risques, la France a choisi une autre méthode. Une première étape qui est un test de recherche de sang dans les selles, suivi d'une coloscopie uniquement pour les personnes qui sont positives, donc 2 à 3% des gens. Il est impossible de savoir pour l'instant si le programme allemand est plus efficace et limitera les cas de cancer ou les décès. Le cancer évolue souvent lentement et parmi les patients âgés, beaucoup meurent d'autres pathologies. Si aucun dépistage ne permet d'éviter un cancer, il existe désormais une méthode pour protéger les jeunes filles contre le cancer du col de l'utérus. En effet, ce dernier est causé le plus souvent par des virus, si bien qu'un vaccin pourrait permettre de réduire sérieusement le risque de le contracter. Léna va bientôt fêter son 13e anniversaire. J'ai invité Mélina, Christine, Marlène, Aileen et Liliane. Mais avant, elle a rendez-vous chez le médecin. Depuis 2007, les pouvoirs publics français et allemands conseillent aux jeunes filles de se faire vacciner contre le HPV, le virus du papillome humain, responsable du cancer du col utérin. Le vaccin, remboursé par la sécurité sociale, protège contre 2 formes du HPV particulièrement agressives. Pour être efficace, il doit bien sûr être réalisé avant transmission du virus, qui a lieu le plus souvent par voie sexuelle. Une piqûre contre le cancer, voilà qui semble miraculeux. Le vaccin permet d'éviter la première infection par le HPV et donc l'apparition d'une tumeur. C'est la seule méthode dont nous disposons en matière de traitement et de prévention qui empêche vraiment l'apparition de la maladie dès le départ. Mais ce vaccin est encore controversé, notamment parce qu'il n'a fait l'objet d'aucune étude clinique à long terme. On sait aujourd'hui que le cancer du col de l'utérus se développe très lentement à partir d'inflammations chroniques dues au papillomavirus. Il peut s'écouler 10 ou 20 ans avant que l'on voit éventuellement apparaître un stade précurseur du cancer ou un cancer. En d'autres termes, il faudrait réaliser des études sur plusieurs décennies pour pouvoir prouver que ce vaccin permet vraiment d'éviter le cancer. Tout cela reste très hypothétique. Une récente étude menée en Australie est toutefois encourageante. Dans ce pays, des jeunes femmes de moins de 28 ans se font vacciner depuis 2007. En 4 ans, les cas de verrues génitales, autre infection causée par le papillomavirus humain, ont diminué de 73%. Si le vaccin est efficace contre ces lésions, peut-être préserve-t-il aussi du cancer. C'est ce qu'espère la mère de Léna. Tout ce stress parce qu'on a peur d'avoir un cancer du col de l'utérus, qu'on craint de découvrir un début de cancer, qu'on doit faire des prélèvements ou même subir une ablation de l'utérus, ce n'est rien à côté de supporter une petite piqûre pour être protégé. Depuis que l'on sait que le HPV est la principale cause de cancer du col de l'utérus, un test a été mis au point pour le détecter. Beaucoup de gynécologues le proposent à leurs patientes qui doivent le payer de leur poche. Pourtant, les études disponibles à ce jour invitent à la prudence.
des dépistages trop fréquents conduiraient à des examens inutiles. Andreas Kaufmann, de l'hôpital de la Charité à Berlin, le constate au quotidien. Des patientes m'appellent parce qu'elles sont désemparées. Elles me disent qu'elles sont très anxieuses ou stressées vis-à-vis de leur partenaire et que les médecins ne leur donnent pas suffisamment d'explications. Certaines vont jusqu'à bannir la sexualité de leur relation tant elles ont peur de tomber malades. Lena pourrait donc s'épargner cette pression psychologique. Au demeurant, ces craintes sont largement injustifiées, surtout pour les femmes de moins de 30 ans. Certes, le cancer du col de l'utérus est indissociable du papillomavirus. Mais toutes les infections ne provoquent pas un cancer, et la majorité disparaît même spontanément. Presque toutes les femmes sexuellement actives développent à un moment de leur vie une infection due au virus HPV. Ce virus est un peu comme un rhume. Le rhume de l'utérus, pourrait-on dire. C'est-à-dire que les infections guérissent d'elles-mêmes la plupart du temps, et que les femmes ne remarquent souvent même pas qu'elles sont contaminées. Le test HPV produirait donc trop de faux positifs. La sécurité sociale mise par conséquent sur un autre examen, le frottis du col utérin, recommandé à partir de 20 ans en Allemagne et de 25 ans en France. Il consiste à examiner les cellules du col utérin à la recherche de modifications anormales. On a des chiffres, même s'ils sont peu nombreux. Le registre des cancers de Hambourg permet de voir quelle était la situation avant l'instauration du frottis, dans les années 1960. À l'époque, le cancer du col utérin était le deuxième cancer le plus répandu en Allemagne, après le cancer du sein. Et il était aussi fréquent que dans les pays en développement de nos jours. Le frottis de dépistage semble donc efficace. Pourtant, les preuves manquent, car l'Allemagne ne recueille pas de données à ce sujet. Les médecins ne reçoivent pas d'instructions et ne sont pas contrôlés. On sait tout de même que 80% des femmes qui pratiquent régulièrement ce test connaîtront au moins une fois dans leur vie une fausse alerte. S'y ajoutent les risques liés aux examens complémentaires, comme les conisations qui consistent en l'ablation d'une portion du col de l'utérus et seraient à l'origine de 12% des fausses couches à l'hôpital de la Charité. Il est indéniable qu'on en fait beaucoup trop en Allemagne, en recommandant ce test dès l'âge de 20 ans. En Finlande, par exemple, le dépistage précoce n'est proposé qu'à partir de 30 ans. Il se fait ensuite tous les 3 à 5 ans et jusqu'à 60 ou 65 ans. Pourtant, la Finlande compte beaucoup moins de cas de cancer du col utérin que l'Allemagne. Il serait donc judicieux d'effectuer ce test plus tard et moins fréquemment pour ne pas porter préjudice aux femmes jeunes qui souhaitent avoir des enfants. Le vaccin pourrait également être une solution. L'injection se fait dans le haut du bras et ne fait pas mal. C'est une petite piqûre comme une autre. Le vaccin peut être réalisé par un pédiatre ou un gynécologue et se fait en 3 injections successives. Les doses reviennent à 450 € environ en France comme en Allemagne. Et comme son effet n'est pas encore complètement prouvé, les jeunes filles vaccinées devront tout de même effectuer régulièrement des frottis. Quel bilan tirer de ces différentes formes de dépistage ? Chaque méthode présente des avantages, des inconvénients et donne matière à controverse. Il semble impossible d'émettre des recommandations catégoriques, ce qui complique la tâche aux patients. L'utilité du dépistage précoce est souvent surestimée, mais on sait qu'il peut dans certains cas sauver des vies ou permettre d'éviter un traitement trop lourd. Dans le même temps, il entraîne parfois des erreurs de diagnostic, voire de sérieuses nuisances, comme dans le cas du dépistage du cancer colorectal.
Le cancer est la première cause de décès dans les pays développés. Cela semble énorme, mais il ne faut pas oublier que la plupart des cancers sont liés à l'âge. Plus nous vieillissons, plus nous avons en nous de cellules cancéreuses dans différents organes. Les cellules se modifient, on développe des cellules qui ont l'apparence de cellules cancéreuses et qui peut-être produiront un jour effectivement un cancer. Ce qui est certain, c'est que plus on cherche, plus on trouve. Faut-il simplement se faire à l'idée de mourir d'un cancer ? Des méthodes d'examen plus complètes et plus précises pourraient-elles apporter une solution ? Les processus biologiques du cancer sont tellement complexes qu'on ne peut jamais dire que tout est joué. Même pas dans le cas des fumeurs, par exemple. Il y a proportionnellement peu de fumeurs qui développent un cancer des poumons. Le dépistage précoce serait vraiment efficace s'il permettait d'identifier chaque type de tumeur et de prédire son agressivité. Puisque c'est impossible à ce jour, peut-être faut-il revoir notre façon de penser le problème. Alors, ce qui est extrêmement important dans le dépistage et qu'il ne faut jamais oublier, c'est qu'on s'adresse à des personnes qui ne sont pas des malades. Tout le monde ne fera pas le même dépistage. Il faudra avoir un dépistage plus individualisé. La solution ? Enrayer l'évolution des dernières années et repenser la détection précoce. S'éloigner des examens de dépistage systématiques pour tous et aller vers des programmes de santé plus adaptés aux besoins et aux facteurs de risques individuels.